Bonjour Anne-Laure, je Bonjour suis Agathe. vraiment ravie de t'avoir sur le plateau de Focus aujourd'hui, donc qui est dédié à l'association l'AJPH. Donc c'est l'association des joueurs professionnels de handball dans lequel tu travailles. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'association? Merci Agathe, déjà merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Donc moi je m'appelle Anne-Laure Michel, je suis responsable communication et développement au sein de l'AJPH, donc de l'association des joueuses et joueurs professionnels de handball, l'AJPH, depuis 2 ans maintenant, même si ça fait près de 10 ans que je travaille dans le handball professionnel déjà. Donc l'AJPH, rapidement, qu'est-ce que c'est? En fait, donc on est l'association des joueurs, on a 3 missions principales. On a une mission d'information, donc on informe tous les joueurs et joueuses sur les paris sportifs, le dopage, les commotions cérébrales, toutes ces choses-là, leurs droits et leurs devoirs également. On a ensuite une grosse mission de représentation, ça veut dire que dans les instances du handball, que ce soit la fédération ou la Ligue nationale, on représente la voix des joueurs et des joueuses, donc on fait des sondages sur le calendrier, sur toutes ces choses-là, sur la modification des règlements. Et ensuite, on a une mission, alors moi que j'adore, c'est la mission d'accompagnement. On les accompagne, alors il y a des sujets moins drôles comme des problèmes juridiques des fois qu'ils peuvent rencontrer. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les accompagner sur leur reconversion. Et ça, c'est une grosse partie de mon boulot. J'imagine. Donc tu viens de dire, justement, tu viens de parler de la reconversion. Pourquoi est-ce que c'est important pour des joueurs et des joueuses professionnels, donc qui sont actuellement en train de jouer dans des clubs, de parler de reconversion? Alors, c'est important parce que je dis toujours, on a la chance ou la malchance de faire que du handball. Et en fait, une carrière de handball, déjà, c'est court. Alors, généralement, si tout va bien et pas de blessures et qu'on signe ses contrats professionnels, on peut aller jusqu'à 36, 37 ans, un peu plus pour les gardiens qui touchent vers 40 ans. Mais c'est quand même, ça a une durée déterminée, une durée de vie. On ne parle pas assez, mais il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui se blessent aussi, qui sont obligés d'arrêter du jour au lendemain. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Et le niveau de rémunération ne permet pas, voilà, on ne fait pas du football, on ne fait pas du rugby. Donc on est sur des moyennes, en première division masculine un peu plus, mais on est sur du 6 500, 7 000 bruts mensuels. Les filles, on est un peu moins de 3 000 € bruts mensuels. Donc c'est bien, ça permet de bien vivre, mais ça ne permet pas de faire que du handball. Donc il faut penser à l'après, il faut préparer sa deuxième vie. D'accord. Et alors justement, cette deuxième vie qu'on peut commencer pendant sa carrière, comment justement vous, à la JPH, vous faites pour orienter ou pour aider à trouver leur voie à ces joueurs et joueuses actuellement inscrits et qui jouent professionnellement? Alors effectivement, c'est un sujet, l'orientation, c'est une notion importante qu'on commence déjà à travailler dès la phase de centre de formation, donc dès qu'ils ont 17-18 ans, qu'ils rentrent dans des structures de formation, généralement 3-4 ans. Et donc ça, c'est un gros travail avec ces clubs-là, avec les centres de formation qui les orientent, qui essaient de leur trouver des études aménagées. Mais ensuite, on se rend compte que souvent, les formations qu'ils font quand ils ont 17-18 ans, il y a parfois des formations par défaut. C'est vu comme une obligation parce que c'est une obligation, ce double projet, comme on avait l'habitude de l'appeler. Il fallait suivre des études et suivre sa formation de handball. Et on se rend compte que plus le joueur devient mature, prend de la maturité, quand il signe aussi son contrat pro, après, ça vient de lui-même. Il a envie de reprendre ses études et de penser à l'après. Et nous, d'ailleurs, c'est un message qu'on a, il faut anticiper. Et donc, pour l'orienter, en fait, on propose, on a des programmes, on a des bilans d'orientation, des bilans de compétences qui s'adaptent vraiment aux joueurs et à la joueuse. Alors, on les gère, on a souvent deux écoles. Il y a le joueur, la joueuse qui sait parfaitement ce qu'il veut faire. Donc là, dans ce cas-là, on l'aide plus à trouver des études adaptées à sa réalité de joueur et de joueuse. Et après, on a le cas des joueurs et joueuses qui n'ont aucune idée. Donc, dans ce cas-là, soit on fait des bilans, on a aussi des programmes d'immersion en entreprise, parce que ça, c'est clairement quelque chose qui manque chez les sportifs. Voilà, l'expérience en entreprise qui permet parfois de valider un secteur dans lequel ils pourraient travailler. Et est-ce que justement, vous mettez en contact, par exemple, des anciens joueurs qui ont suivi des formations avec, est-ce qu'il y a des liens comme ça qui sont faits entre les joueurs pour peut-être inspirer des vocations aussi? Est-ce que vous permettez ce genre d'échange? Alors de plus en plus, parce que ça nous paraît important. Alors c'est vrai que nous, des fois, on rabâche toujours les mêmes choses. Donc c'est bien que ce soit un joueur, une ancienne joueuse qui parle aux nouvelles générations.
Et donc, on a mis en place récemment avec la fédération, parce que ça, il faut qu'on le souligne, on travaille vraiment main dans la main avec la fédération. Alors, juste pour replacer dans le contexte, la fédération, elle s'occupe de l'accompagnement en reconversion des SHN, les sportifs de haut niveau, qui sont inscrits sur liste ministérielle. Et nous, à JPH, on s'occupe de tous les joueurs et joueuses professionnels qui ne sont pas inscrits sur liste ministérielle. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on fait le même métier et on a mutualisé les moyens sous une forme de cellule reconversion FFHB à JPH. Et on a lancé un site internet qui s'appelle jepenseamareconversion.fr, sur lequel il y a notamment pas mal de vidéos de joueurs et de joueuses qui ont suivi des formations ou qui sont devenus entraîneurs, qui sont devenus kinés, qui sont devenus podologues, et ensuite qui racontent leur expérience sous une forme de vidéo de 5-10 minutes. Et ça permet en fait de raconter les aménagements, leur parcours, quelles études ils ont suivies. Ok. Et justement, au sein de la JPH, comment est constituée l'association? Enfin, il y a combien de joueurs, combien d'adhérents? Alors déjà, en tant que salarié, on est deux. On n'est que deux. Donc, mon collègue Benoît et moi-même. Et ensuite, on a des adhérents, donc les joueurs et les joueuses. On a à peu près un peu plus de 400 adhérents. Donc, ça représente 75% des joueurs professionnels et 55% des joueuses professionnelles. D'accord. Ok. Et justement, donc tu parles de reconversion, de trouver sa voie et de se former. La formation à distance est privilégiée parce que c'est un format qui est quand même flexible, qui a beaucoup d'avantages, notamment. Pourquoi ça a autant pourquoi c'est autant valorisé et comment vous faites pour les aider à trouver leur bonne formation? Pourquoi la formation à distance également? Alors effectivement, pour nous, pour notre public de joueurs et joueuses, la formation à distance est finalement une option intéressante parce que le handball, c'est beaucoup professionnalisé et on n'est plus maintenant à un seul entraînement par jour à 19h qui permettait aux joueurs et aux joueuses avant de suivre les cours la journée. Maintenant, de plus en plus, on a 2 entraînements par jour. Il y a beaucoup de clubs masculins et féminins de plus en plus qui jouent des compétitions européennes. Donc, dans ce cas-là, on joue 2 fois par semaine, on voyage la semaine, on joue la semaine. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de concilier, en fait, d'aller en cours présentiel. Et donc, c'est vrai et en plus, en parallèle, les études à distance se sont beaucoup développées. Avant, c'était un peu le cliché on nous envoyait une vidéo ou un PDF, on était tout seul devant son écran. Bien sûr. Et donc maintenant, de plus en plus, et d'ailleurs comme Icademy il y a un accompagnement, il y a un accompagnement qui est vraiment dédié à la personne, qui connaît la situation de la personne. Tout à fait. Typiquement, un joueur professionnel, on voit le calendrier également, on le travaille avec lui. Et puis, il y a aussi cette possibilité de passer les examens au moment le plus opportun, là où il sera plus à même de réussir aussi sa formation. C'est vrai, ça c'est une grosse plus-value d'une école comme Icademy. Et c'est pour ça qu'on aime bien s'entourer d'écoles partenaires. Pour justement proposer les options les plus flexibles et aménageables parce que comme tu l'as dit, on a des joueurs, généralement les diplômes, il y a des diplômes où tu passes un BTS, ta date d'examen, c'est cette date-là. Et si tu as un match, après c'est compliqué d'aller voir l'entraîneur et de dire là j'ai un examen, il faut me libérer quand ils sont 10 dans l'équipe dans le même cas. Donc c'est vrai que c'est une grosse flexibilité. Et également chez Icademy, vous proposez aussi des dates, on peut rentrer n'importe quel quand. moment. Voilà. Il n'y a pas une rentrée forcément à septembre qui est peut-être une période un peu charnière. Effectivement. Donc c'est vrai que ça s'adapte vraiment, c'est des formations qui s'adaptent vraiment aux joueurs et aux joueuses. Donc voilà, si eux ils sont prêts, ils ont réfléchi pendant la trêve internationale en janvier chez les garçons, on peut vous les mettre en contact. Et surtout, ce qu'on aime, c'est qu'il y a un suivi, il y a une personne référente. Moi, je sais quand je mets en relation un joueur ou une joueuse avec Icademy, je connais la personne qui va les recevoir, qui connaît leur situation, donc c'est important pour nous. Il y a en effet une référente ou un référent pédagogique et un référent examen aussi qui va construire le projet de cette personne, de ce joueur ou de cette joueuse pour réussir sa formation. Le but ultime, c'est quand même d'avoir le diplôme et de pouvoir penser à l'avenir. Au niveau des financements, une formation, ce n'est pas gratuit. Comment vous les accompagnez et vous les aidez justement à pouvoir trouver une formation et la financer? Alors sur le financement, effectivement, on a plusieurs champs d'action. Déjà, on les informe sur ce qui existe, les possibilités qui existent, et notamment sur le site dont je te parlais, jepenseamareconversion.fr, il y a une grosse partie fiche pratique, en fait, qui reprend sous forme de FAQ, de questions fréquentes. Il y a une grosse partie dédiée au financement. Et on parle notamment du mon compte de formation. Donc voilà, le CPF qui, donc ça on les incite, d'ailleurs quand on va en réunion d'information avec eux, on les incite à l'activer. C'est très simple, c'est son numéro de sécurité sociale, etc. On se connecte et on voit le montant qu'on a déjà mobilisé et aussi la liste de toutes les formations qui sont accessibles avec Tout à fait. Avec cette, Mais c'est vrai que c'est pas un réflexe quand on est sportif parce que
on ne se considère pas comme un salarié lambda et c'est une erreur. Donc voilà, de plus en plus, on leur parle de ça. On leur parle aussi, on les accompagne sur tout ce qui relève de la formation professionnelle. Donc d'aller voir l'employeur, le club employeur, parce que finalement, chaque club a un plan de développement de compétences de ses salariés. Et donc, les clubs peuvent solliciter des financements auprès de l'OPCO, qui est l'AFDAS chez nous au sein du sport. Il ne faut pas que ça soit un sujet tabou, en tout cas. Voilà, il ne faut pas que ça soit un sujet tabou. Et de plus en plus, on pousse même les joueurs et les joueuses à en parler ouvertement, même lorsqu'ils négocient les contrats, par exemple. On négocie bien une voiture ou un appartement de fonction quand on est joueur. Alors, pourquoi pas de négocier une prise en charge financière de la formation ou un aménagement parfois les séances de musculation, on peut les bouger pour s'adapter justement aux études qui peuvent être suivies. Ça, c'est vraiment un gros travail qu'on fait avec les clubs et les entraîneurs, de casser un peu ce tabou. Finalement, la reconversion, on ne traite pas seulement avec un sportif, on traite avec une personne. Et c'est pour ça que maintenant, on ne parle plus vraiment de double projet qui mettait en parallèle la vie d'étudiant et la vie de sportif. Maintenant, on parle de projet de vie. Finalement, devant nous, on a une femme ou un homme, une seule personne qui mène de front tous ces projets-là. Et on essaie vraiment de faire comprendre aux clubs et aux entraîneurs que suivre une formation et que préparer sa reconversion, ce n'est pas un frein à la performance, au contraire. Bien au contraire. Oui, tout à fait, parce que j'imagine que quelqu'un qui sait ce qu'il va faire après sa carrière professionnelle, en tout cas, ce n'est pas non plus une deuxième carrière professionnelle, c'est la poursuite en fait de ce qu'il a déjà entrepris dans son club, peut en plus être productif, peut l'amener à être encore plus efficace sur le terrain. Tout à fait. Parce que peut-être avoir l'esprit plus tranquille, il sait vers quoi il va aller, il ou elle, bien sûr, sait vers quoi il va aller après sa carrière de sportif. Donc en plus, pour un entraîneur, d'avoir un joueur comme ça, serein ou sereine, c'est d'autant plus intéressant. Tout à fait. On a pas mal d'exemples et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes et on aime bien quand ils formalisent ça. J'ai des joueurs, des joueuses qui me disent, voilà, l'année où j'ai passé mes diplômes ou l'année où j'ai monté mon entreprise, je travaillais beaucoup. Voilà, c'est une réussite en soi. Et ils nous disent, j'ai jamais été aussi bon sur le terrain qu'à cette période où il fallait que je m'organise, que je suive les cours, que je fasse des rendus. Donc pour nous, c'est génial. Et effectivement, et à contrario, on accompagne des joueurs qui à 32, 33 ans, 34 ans sentent bien qu'ils arrivent plus sur la fin de leur carrière. Ils sont stressés quand ils n'ont pas de leur reconversion un peu en main. Et en fait, ce stress... D'avoir un autre but aussi, d'avoir une autre... Voilà, mais ce stress peut vraiment générer de contre-performances sur le terrain, un mal-être. Et donc, on voit vraiment le lien de cause à effet. Et c'est pour ça, et d'ailleurs, la JPH, on est sollicité sur les formations d'entraîneurs pour parler de reconversion, avec notamment mon collègue de la fédération, où justement, on leur dit, non, mais faire des études... Déjà, c'est plus tabou et ça participe à la réussite sportive aussi et à la performance. D'accord, c'est super. Et justement, comment allier, est-ce que tu as des exemples de sportifs qui ont allié la formation et leur carrière sportive comment ils ont fait quelles étaient les choses qui étaient compliquées peut-être? Alors, on en a plein parce que forcément, on les accompagne, on en accompagne pas mal. Mais généralement, donc, on identifie avec eux déjà un premier échange, on identifie ce qu'ils veulent faire. Alors, soit ils suivent un bilan de compétences, un petit programme d'immersion en entreprise. Donc, vraiment, ils identifient un diplôme, une durée d'études, toutes ces choses-là. Ensuite, on les met en relation avec l'école. Et là, souvent, c'est une question de feeling. S'ils sentent le feeling avec l'école, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ravis avec Icademy parce que vraiment, notre responsable, notre premier contact pour les sportifs, Karine, est génial et il y a vraiment un bon feeling avec les sportifs. Donc, ils se positionnent sur un diplôme. Et dans ce cas-là, après, ils s'organisent vraiment. Et c'est donc en déplacement. Il y en a beaucoup qui étudient en déplacement. Et on aime beaucoup aussi cet échange d'expériences. On a beaucoup de jeunes, en fait, qui, quand ils signent un contrat pro, ils sont hyper contents parce qu'ils n'ont plus à suivre d'études. Et en fait, ils voient les anciens, les capitaines de l'équipe, les plus anciens qui ont la trentaine, étudier quand ils sont en déplacement. Et donc là, ils se disent, et moi, j'ai des jeunes qui me disent, bah ouais, en fait, je me suis rendu compte que les plus anciens, ils étaient en train d'étudier. Donc, en fait, je me rends compte que j'ai du temps. Tout à fait. Donc, ils se rendent compte qu'ils ont du temps quand même, qu'il faut s'organiser parce que c'est une question d'organisation. Mais finalement, on a du temps quand on est sportif et on peut le mettre à profit pour un apprentissage, une formation, autre chose. D'accord. Et alors, quels sont les domaines de ton expérience, les domaines privilégiés pour une reconversion
vers quel domaine d'études Alors, on a fait une étude récemment, d'ailleurs, qui a été menée par un des joueurs qui est secrétaire général de la JPH, Michael Robin, qui avait mené une étude auprès de tous les joueurs et joueuses, savoir les cursus qu'ils avaient suivis. Ce qui était ressorti, alors c'est vrai qu'on a une grosse majorité d'études de STAPS, oui. Également entraînement, voilà, sport, entraîneur, tous ces métiers relatifs à l'entraînement, l'animation. Mais ensuite, on en a beaucoup et de plus en plus des joueurs et des joueuses qui s'orientent vers le management, la communication, le marketing. On a aussi pas mal de joueurs qui s'intéressent au secteur de l'immobilier. D'accord. Donc voilà, ça sera un peu les secteurs privilégiés par notre public. Ok, super. Et alors, tu parlais de jeunes et de personnes voilà, plus âgées qui suivent leurs études. À partir de quel âge, d'après toi, on peut vraiment commencer à penser à sa reconversion? Est-ce que c'est vers les 30 ans ou peut-être même vers 20 ans, 22 ans enfin... Alors, nous, on dit il n'y a pas de règle. Et en fait, ce qui est important, déjà, et c'est ce qu'on leur répète, c'est qu'il faut que le joueur ou la joueuse soit maître de leur projet. Finalement, quand c'est imposé, quand c'est obligé, on se rend compte que voilà, si ça ne vient pas du sportif ou de la sportive, c'est un peu voué à l'échec. C'est obligatoire de se former justement pour un joueur professionnel? Alors, quand ils sont en centre de formation et qu'ils ont une convention de formation, il y a une obligation effectivement d'avoir un double projet, donc de suivre un cursus scolaire. Mais donc après, ils signent pro à 21, 22 ans. Et donc là, par contre, ils ne sont pas obligés. Et donc, c'est pour ça que nous, on aime bien que ça vienne d'eux. Et d'ailleurs, on se rend compte que la notion de maturité est hyper importante et que parfois, quand on a 18 ans, on n'est pas mature pour savoir que voilà, on veut suivre des études, qu'on veut penser à... On a l'impression que ça va durer toute la vie, tout à fait. etc. Donc, c'est pour ça qu'on parle, nous, énormément de reconversion pour dédramatiser. Et donc, chaque été, quand ils nous voient dans les clubs faire des réunions d'information, on parle reconversion. Et donc, le jeune, peut-être qu'il va passer ses 2 premières années de contrat pro sans étudier et qu'un jour, il va nous appeler en nous disant... tiens, là j'ai changé d'avis, j'aimerais bien, c'est un déclic. Voilà, donc il y en a qui lancent des clics à 23 ans, 25 ans, voire 30 ans. Moi je pense que l'important c'est d'en parler, de leur expliquer qu'il y a des outils. Moi je leur dis tout le temps, c'est pas moi qui vais vous appeler pour vous dire alors qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. On a mis en place ce site internet, les partenariats avec les écoles, on communique beaucoup, donc maintenant c'est à eux aussi de se prendre en main et d'être maîtres de leur projet. Et puis même 30 ans, c'est pas trop tard en fait. Si la personne de toute façon est dans un bon état d'esprit et s'implique et parce qu'elle a justement eu ce déclic et elle s'est dit que c'était le bon moment, et 30 ans c'est le bon moment. Peut-être que comme tu disais, il y en a c'est 22 ans, mais voilà, faut pas se dire que c'est trop tard en tout cas. Tout à fait, voilà. Il faut vraiment dédramatiser et pas stigmatiser le joueur qui va commencer trop tard ou trop tôt. C'est vraiment personnel. Chacun... et ça s'adapte au profil. Très bien. On parlait de carrière sportive à peu près. Juste à titre information, combien de temps dure une carrière de sportif? Alors en moyenne, ça fait longtemps, on avait fait une étude, on était entre 9 et 11 ans. Alors ça peut être moins malheureusement, mais ça peut aussi être plus, mais voilà, c'est à peu près une moyenne, donc c'est court, c'est limité, donc il faut penser à la suite. Et on a également une statistique qui est intéressante, c'est que le pic de salaire, là où on va gagner le plus d'argent quand on est sportif, c'est autour de 28-29 ans. Donc ça augmente, et ensuite il y a un jour où ça va diminuer, et donc ça aussi, il faut l'anticiper. D'accord. Écoute, merci beaucoup Anne-Laure pour toutes ces informations. On peut de toute façon retrouver tout ça sur le site de l'AJPH. Et tu nous as parlé également du site, donc je pense à ma reconversion.fr. Tout à fait. Et puis encore merci pour tous ces éléments qui, j'espère, vont inspirer aussi beaucoup de joueurs. Merci Agathe. Merci à toi. Bonne journée.